Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Et comme vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de comment je catégorise ou que je classe en fait mes correspondances ADN, qu'on appelle aussi des matchs. Il y a plusieurs gens qui ont des solutions variées. Il y en a qui les catégorisent dans des logiciels ou des sites web, des choses comme ça. Moi, j'ai choisi de prendre un tableur tout simple, donc une spreadsheet qu'on appelle aussi. Google en offre gratuitement. Il y a évidemment Excel qui est un des tableurs les plus connus, ou il y a même OpenOffice qui peut offrir cette solution-là. Moi, j'ai pris un tableur de Google, donc une spreadsheet, et c'est l'endroit le plus simple, personnellement, que je trouve pour classer mes matchs, les catégoriser en groupes et indiquer quel est l'ancêtre commun avec chacun d'eux. Donc, on voit un peu l'aperçu de ce tableur-là. Je vais expliquer les colonnes une par une. Si on commence en bas, j'ai mis une légende. Donc, la première colonne, mais c'est la plus simple, évidemment, c'est le nom de la correspondance. Donc, simplement le nom du match. Des fois, on ne sait pas c'est quoi le nom au complet parce qu'ils vont utiliser des chiffres ou des choses comme ça ou des initiales, mais c'est pas grave. J'écris personnellement directement ce que la personne a mis sur le site de test ADN tel quel. Donc, je respecte la nomenclature que la personne a choisi d'utiliser pour se nommer. Et c'est tout simple, c'est pour la première colonne. Dans la deuxième colonne, c'est la colonne de doublons. Donc, ce que j'indique, en fait, c'est que sur la ligne, j'indique la case avec un fond de couleur, un petit jaune clair, avec un chiffre dedans. Le chiffre, ben, c'est en fait pour indiquer c'est la combientième personne qui a un doublon. Et ce que j'entends par doublon, c'est qu'elle a une présence sur un autre site d'ADN que celui que je suis en train de faire. Donc, exemple concret, ici par exemple, j'aurais l'individu qui s'appelle R.T. donc juste des initiales, qui serait sur 23andMe. Et plus bas ici, il y aurait Ron T, donc la même personne. Si il y a un arbre généalogique ou que il y a des informations sur sa ville ou des choses comme ça, ou même qu'on réussit à contacter la personne, ben, quand on réussit à savoir, ok, c'est exactement la même personne, ben, je l'indique ici pour dire, cette personne-là sur 23andMe, c'est exactement la même personne, mettons, sur Ancestry. Ben là, j'indique sur les deux lignes, dans la case appropriée, que c'est mon premier doublon. Et un autre cas, mais ça pourrait être ici que la personne est sur Ancestry et sur 23andMe, où là j'ai indiqué ces deux sites-là, mais ça pourrait être d'autres. Ben là, la personne serait de nouveau présente. Ben là, j'indiquerais 2 pour indiquer que c'est mon deuxième doublon parmi mes matchs les plus élevés. Parce qu'évidemment, je remplis le tableur dans l'ordre, tous sites confondus, dans l'ordre des CM, donc de la proximité génétique avec moi, si on veut. Donc éventuellement, mais si la personne est sur plusieurs sites, ça va s'afficher de cette façon-là avec la colonne doublon. Ensuite, la colonne C, c'est la colonne d'informations sur l'âge, la ville ou d'autres informations pertinentes que la personne indique encore une fois elle-même sur les sites. Donc, je me sers pas de cette colonne-là pour ce que moi j'aurais découvert, mais vraiment ce que la personne délibérément a choisi d'indiquer. Donc, si sur un site, ça dit qu'elle est née en 1956 à New York et que la personne a mis elle-même l'information, je l'indique ici. Et une petite nuance, là, il y a certains sites où est-ce que il va juste avoir les dizaines d'âges, donc dans la trentaine, dans la quarantaine, cinquantaine. Mais à ce moment-là, je prends soin d'indiquer que j'ai récupéré l'information en quelle année. Donc, si ça disait sur un site qu'elle était dans la quarantaine, j'indique que j'ai récupéré, moi, l'info en 2023. Pour que si je me sers du tableur dans 5 ans ou 10 ans, ben la personne aura vieilli, mais quand j'ai récupéré l'info, c'était en 2023 qu'elle était dans la quarantaine. Ça, c'est pour la colonne âge-ville. Ensuite, gérer par. Ça, c'est la colonne qui est, en anglais, on appelle ça managed by. Donc, il y a certaines personnes qui font les tests, mais qui autorisent un proche, ou même parfois un généalogiste professionnel, de gérer leurs tests. J'indique par qui c'est géré parce que souvent, c'est un proche qui gère le test. Donc, une personne qui est vraiment intéressée par la généalogie génétique, qui va
demander à ses proches, je peux-tu te tester pour aller trouver nos ancêtres, confirmer notre généalogie, tout ça. Ben à ce moment-là, une personne qui est souvent le fils, la fille ou un oncle ou même un cousin, ben ça donne des indices sur c'est qui la personne. Plus souvent qu'autrement, la personne qui gère le test. Pas tout le temps, mais très souvent, c'est un proche de la personne. Donc, j'indique par qui c'est géré. Ensuite, on a la colonne site. C'est le site web, en fait, où est-ce que j'ai récupéré le match ou la correspondance. J'en ai indiqué seulement 4, mais évidemment, il y en a plus que ça. Ça sera libre à vous de choisir les couleurs et les sites que vous voulez mettre. Ben, j'ai mis évidemment en vert Ancestry, DNA. En orange ici, c'est MyHeritage. 23andMe ici, par le petit 23. Et FTD pour Family Tree DNA. C'est les 4 pour le moment que je choisis de classer. Mais évidemment, j'ai aussi envoyé mon test ailleurs. Pour ceux qui ne savent pas, il y a seulement 2 compagnies qui vous obligent à tester chez elles. Mais il y a d'autres compagnies qui vous permettent de téléverser le test d'ailleurs vers leur site à eux. Donc Ancestry, vous n'avez pas le choix de tester là-bas. Et 23andMe, même chose. Par contre, MyHeritage, vous pouvez prendre leur test ou exporter par exemple votre test d'ADN d'Ancestry, donc vos données brutes, ce qu'on appelle les raw data. Vous les exportez d'Ancestry et vous les réimportez chez MyHeritage et ils vont l'accepter. Même chose pour Family Tree DNA. Donc, il y a vraiment 2 sites qu'on n'a pas le choix de faire affaire avec eux. Et les autres, souvent, on peut téléverser nos données. Un autre site que j'ai pas mis, là, mais qui est connu aussi, c'est GEDmatch. Personnellement, j'ai pas beaucoup de correspondance sur ce site-là. Malheureusement, parce que les fonctionnalités sont très pratiques là, pour aller cibler les segments de chromosomes et tout ça. Mais personnellement, j'ai pas beaucoup de matchs, donc c'est pour ça pour l'instant que je l'ai pas mis. Donc, c'est la colonne site. Et évidemment, là, j'en ai pas parlé, mais vous voyez là qu'il y a des petites fonctionnalités ici, là. Donc, l'avantage de mettre ça dans un tableur, c'est non seulement d'avoir toute l'information centralisée quelque part, aussi que ce soit visuellement attrayant, et évidemment qu'on puisse filtrer. Donc, si je choisis de juste voir ceux d'Ancestry, bien, je peux aller ici, juste nettoyer, aller chercher Ancestry, faire OK, et là, je vais juste voir ceux d'Ancestry. Donc, ça peut être pratique. Donc, ça, c'est pour la colonne site. Ensuite, arbre, c'est la plus compliquée. En fait, celle qui a le plus d'options. Pas nécessairement la plus compliquée, mais celle qui a le plus d'options. Ce que j'indique dans la colonne arbre, c'est justement l'arbre généalogique de la personne. Je vais revenir avec le premier choix ici, le Q et D, qui est Quick and Dirty. Je vais l'expliquer à la fin. Je vais commencer par le crochet noir. Quand j'indique un crochet noir dans la colonne, c'est pour dire que la personne a un arbre et que c'est la personne elle-même qui a mis l'arbre. Par contre, ça indique pas, le site automatiquement indique pas quel est l'ancêtre commun, donc il faut le trouver. Mais il y a un arbre que la personne a mis elle-même quand je mets un crochet noir. Si je mets 2 crochets, ça c'est quand non seulement la personne a un arbre, mais en plus, le site web en question donne un indice pour dire, on pense que l'ancêtre commun est à tel endroit. Donc, il y a un arbre et il y a un indice indiqué par le site web pour dire, vous matchez probablement à cet endroit-là avec ces ancêtres-là, mais évidemment, c'est toujours à confirmer. On ne prend jamais les indices sur les sites web gratuitement. Il faut toujours avoir le réflexe, comme en tout bon généalogiste, d'aller vérifier par les documents, les recensements, les actes de mariage, les avis de décès, pour avoir des preuves et corroborer les indices. Ensuite, quand c'est un crochet gris pâle, ça veut dire que la personne n'a pas un arbre à elle, mais il y en a un autre, par exemple de ses proches, ou que j'ai trouvé ailleurs. Donc, il y a un arbre de disponible, mais c'est pas la personne elle-même qui a mis son arbre. Je mets un crochet gris pâle à ce moment-là. Quand c'est un petit cadenas, c'est pour dire que la personne a un arbre, mais elle l'a mis privé. On n'y a pas accès. Mais j'indique quand même que oui, la personne a un arbre. Des fois, on peut prendre son courage à 2 mains et essayer de contacter la personne. Personnellement, je le fais rarement parce que je me dis si la personne a mis son arbre privé, c'est qu'elle avait une raison.
mais libre à vous de contacter la personne. Peut-être que des fois la personne elle va être heureuse de partager son arbre avec vous. Moi, j'indique alors que c'est un petit cadenas, donc il y a un arbre, mais je peux pas le voir. ADOP, mais évidemment, c'est pour adopter. Ça, c'est libre à chacun aussi, mais il y a certaines personnes qui ont été adoptées. Et sur les sites de généalogie, ils préfèrent indiquer leur arbre d'adoption. Donc, l'arbre des gens qui n'ont pas hérité l'ADN, mais qui ont été élevés par celle-ci. Donc, c'est libre à chacun. C'est pas nécessairement un bon ou un mauvais comportement. Mais évidemment, pour des gens qui, comme moi, la passion principale, c'est d'aller isoler les segments d'ADN et de trouver par quel ancêtre on est parents. Ben, pour ma part, d'avoir l'arbre d'adoption de la personne. Dans mes recherches à moi, c'est plus ou moins utile, mais c'est tout à fait légitime pour quelqu'un de mettre son arbre d'adoption. Je le différencie tout simplement en mettant cet acronyme-là. Et ensuite, là, avant que j'explique là, le QED, j'indique aussi un site quand la personne est un doublon, justement. Donc, elle est présente sur plus d'un site. Et que son arbre est seulement sur un autre site. Donc, si la personne serait sur MyHeritage ou 23andMe, c'est possible qu'elle n'ait pas d'arbre là-bas, mais elle est aussi présente sur Ancestry, ou son fils est présent sur Ancestry, ou son frère. Et dans l'arbre de cette personne-là, ben, on voit qu'elle est présente. Ben, j'indiquerai sur quel site web on peut trouver l'arbre où la personne est présente. Et j'explique à la fin le Quick and Dirty Tree, QED. Vous pourrez chercher sur YouTube, là, il y a des vidéos en anglais là-dessus. En français, on pourrait traduire par un arbre fait à l'arrache ou encore à la va-vite. En fait, c'est que lorsqu'un arbre n'est pas disponible, parfois, ben, on n'a pas le choix de le faire pour la personne. Ce que j'entends de faire pour la personne, c'est qu'on la contacte pas nécessairement. C'est juste que certaines personnes font des tests ADN simplement par plaisir ou pour essentiellement pour les origines ethniques. Et ils veulent pas aller plus loin que ça dans le test ADN. Encore une fois, c'est tout à fait légitime. Ce qui les intéresse, c'est de savoir quel pourcentage d'Européens ou d'Asiatiques ou des choses comme ça. Et c'est tout. Après ça, libre à eux. Ils veulent pas continuer plus loin. Évidemment, moi, dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est de trouver par quel ancêtre on est parent. Donc, ben, parfois, si la personne n'a pas d'intérêt à faire son arbre ou le sait pas, ou peu importe, ben, la seule autre option qu'on a, c'est nous-mêmes de faire son arbre. Et à ce moment-là, on le fait de façon un peu expéditive. Donc, je disais tantôt de ne pas prendre les indices gratuitement. Mais dans ce cas-là, pour un premier débroussaillage, on fait un arbre et là, on accepte en automate, en parfait petit robot, on accepte les indices. Parce que le but, c'est pas de faire la recherche exhaustive tout de suite. On la fait juste dans un deuxième temps. Donc, on fait un petit arbre rapide. Puis dès qu'il y a des indices qui pop, on les ajoute. Là. Quand on a un abonnement sur certains sites, on a accès à ces indices-là. Et on les accepte systématiquement sans vérifier. Et éventuellement, mais quand on monte 2, 3, 4 générations, ben on va arriver généralement à un très bon indice là, de qui est l'ancêtre commun. Donc on va reconnaître un couple d'ancêtres qui est aussi dans son arbre. Là, à ce moment-là, on arrête l'arbre. On s'en va dans notre arbre à nous, du moins c'est ce que moi je fais. Et on peut même ajouter la correspondance. Parce qu'on se rappelle qu'une correspondance ou un match sur un site web, c'est aussi un parent. Parfois un parent éloigné, un petit cousin éloigné. Mais si on match avec quelqu'un sur un site web, c'est nécessairement qu'on est parent avec cette personne-là. Donc on peut choisir de l'ajouter à son arbre généalogique si son arbre généalogique qu'on préfère faire n'est pas strictement un arbre de pedigree, comme j'avais parlé dans une autre vidéo. Donc, j'indique Q et D quand j'ai dû faire l'arbre de la personne parce qu'il n'était pas disponible et que ça l'a donné un indice. Ensuite, évidemment, que j'ai vérifié avec des avis de décès, avec des actes de mariage et tout ça, des recensements. Mais j'indique ici qu'en fait, c'est pas la personne qui avait mis son arbre public. C'est moi qui ai dû faire la recherche. Donc, j'indique ces 3 petites lettres-là. Le pourcentage ici, c'est seulement, en fait, les 3 prochaines colonnes, c'est plus pour les segments d'ADN et la proximité génétique. La colonne pourcentage, c'est que certains sites, notamment comme 23andMe, offrent pas
d'emblée le nombre de cm ou de centimorgane. Ils vont indiquer en pourcentage qu'on partage 4,67% d'ADN avec quelqu'un. Donc, je l'indique ici. Mais je vais toujours sur un autre site web, là, notamment DNA Painter, qui a un petit convertisseur. Donc, j'indique toujours, même si sur 23andMe, ils mettent 4,67% d'ADN partagé. Ce que ça veut dire en centimorgane, je m'en vais le convertir, et ben c'est 347 dans ce cas-là. Donc, si on partage 2,04% d'ADN avec quelqu'un, c'est à peu près 152 centimorganes. Donc, ben ça, c'est pour la colonne pourcentage. J'ai expliqué CM aussi, qui sont les centimorganes. Et la colonne ici, H, c'est pour quel était le segment le plus long. Généralement, les sites web vont offrir cette donnée-là. Donc, je partage 504 cm au total. Et le plus long, c'est un segment de 68 parmi les 504. Ça aide aussi quand on est un peu plus bas, là, comme par exemple ici, la personne, je partage 107 centimorganes, dont un de 30. Mais ici, je partage 105 centimorganes avec un segment de 50, donc ce qui est quand même plus élevé que 30. Ou même ici 62 sur 104. Donc, selon la longueur du plus long segment, ça peut donner aussi une piste sur la proximité de la personne. Personnellement, j'ai pas mis de colonne sur le nombre de segments, mais vous pourriez choisir aussi de le mettre. Là, je crois que beaucoup de gens recommandent ça. Donc, 561 cm au total. Le plus long sera 56. Et vous pourriez rajouter une autre colonne pour dire, en fait, il y a 8 segments au total, ou 12 segments au total, ou seulement 2. Vous pourriez aussi avoir cette information-là. Pour ma part, je suis rendu à 231. J'ai caché les noms, là, évidemment, j'ai enlevé les vrais noms. Mais en théorie, j'ai un petit peu plus que 230 matchs de fait sur les 4 sites principaux. Ça ne m'est pas été utile pour l'instant d'avoir le nombre de segments, mais c'est peut-être une bonne habitude à prendre quand même de l'ajouter. Ça sera libre à vous. Ensuite, on arrive à la colonne Contact. J'ai 3 options là-dedans. Si je mets Web, c'est pour indiquer que j'ai contacté la personne sur le site web en question. Donc par messagerie interne du site. Forum, ça signifie que la personne, en fait, en tentant de la chercher sur le web, elle a publiquement écrit des questions ou des réponses sur un forum public de généalogie. Et elle répondait à la question que j'avais, en fait, là, en indiquant ses ancêtres. Donc, j'indique que j'ai pas contacté la personne, mais sur un forum, il y avait la personne qui a posté et qui a répondu indirectement, là, de façon publique à la question que j'aurais eue. Et quand c'est une petite enveloppe, c'est que je l'ai contacté par courriel. Donc, il y a certains sites qui n'ont pas de messagerie puis qui indiquent le courriel. Ou que des fois, la discussion s'est prolongée là, par des échanges de photos d'ancêtres ou des documents. À ce moment-là, j'indique que la réponse est dans ma boîte email. Avis de décès, il y a 3 options encore une fois. L'avis de décès est un des documents qui offre le plus d'informations. Souvent, ils vont dire l'individu, c'était qui ses parents, son conjoint, ses enfants, ses petits-enfants. Donc, il y a énormément d'informations dans un avis de décès. Je dirais que, excepté le mariage aussi, là, souvent qu'il y a les noms des parents, mais qu'évidemment, il y a rarement les noms des enfants. L'avis de décès est souvent le document qui a le plus d'informations. Donc, j'ai fait une colonne juste pour ça. J'indique avec un crochet noir si j'ai trouvé un avis de décès qui mentionnait la personne. C'est pas obligé que la personne soit elle-même décédée, mais si elle était listée comme frère et sœur ou comme parent ou comme enfant, à ce moment-là, il y a un avis de décès où est-ce que la personne est nommée. Ça la met en contexte dans un arbre, donc. Si je mets Q et D, mais ça référence à l'arbre ici. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que moi-même, j'ai trouvé un avis de décès et que je l'ai branché dans un arbre quick and dirty. Soit dit en passant, là, dans un arbre expéditif comme ça, là, on le met pas public généralement, là, justement parce qu'il n'a pas été vérifié. Puis on fait juste accepter robotiquement les indices. On le configure toujours pour ne pas qu'il soit visible, qu'il soit non seulement privé, mais qu'il soit pas recherchable non plus. Donc c'est important. Surtout si on fait juste accepter en robot tous les indices, puis que l'arbre n'a pas été contre-vérifié.
Mais on peut le voir soi-même quand même, là, de façon privée. Puis c'est à ce moment-là où j'aurais pu indiquer le paragraphe dans l'avis de décès là, qui décrit où est-ce que la personne se situe. Et quand je mets news ou nouvelle, en fait, là, c'est que il n'y a pas nécessairement un avis de décès en bonne et due forme. Il n'y a pas une nécrologie ou obituary en anglais, mais un petit article dans un journal. Donc souvent c'est un peu plus bref, un peu plus succinct. Des fois c'est un anniversaire de décès. Ben là j'indique plus news qu'un avis de décès complet officiel. Donc ça c'est pour la colonne avis de décès. Ensuite on arrive aux colonnes où est-ce qu'il y a des couleurs et des lettres, en fait, qui sont soit le début du prénom ou le début du nom de famille. Là, ce sera libre à vous. Ça reprend directement la palette de couleurs de Ancestry et également celle que je préconise dans une autre vidéo. Donc, j'ai les ancêtres proches au début. Donc, les 4 premiers ici seraient les ancêtres proches. Donc, les couples d'arrière-grands-parents côté paternel ici, les 4 premiers. Les ancêtres, les arrière-grands-parents côté maternel ici. Donc, les colonnes d'ancêtres proches occupent les 8 premières colonnes là, de couleurs. Donc, ça, c'est vraiment des gens, normalement, là, quand on réussit à trouver des ancêtres, des matchs à ce niveau-là, c'est qu'on partage vraiment là, soit l'enfant d'un cousin ou c'est généralement un match très, très proche. Donc, je les ai mis dans des colonnes séparées. Et ensuite, les colonnes plus loin, ici après, c'est pour des matchs plus distants. Donc, j'indique tout de même les couleurs des ancêtres paternels, donc les 8 plus hauts que les arrière-grands-parents. Si les ancêtres communs sont plus hauts, côté paternel ici, et côté maternel après, avec ces couleurs-là. Quand je mets un fond gris, c'est pour indiquer que je suspecte que c'est ces ancêtres-là, mais j'ai pas de document officiel encore. Donc souvent, ils font peut-être partie d'un cluster ou quand on clique match partagé avec des correspondances communes, ben ils ont l'air de faire partie de ce cluster-là, mais j'ai pas la preuve officielle, donc je vais l'indiquer en gris pour dire de probablement chercher de ce côté-là, mais sans encore avoir la preuve formelle. Même chose pour le côté maternel. Pour cette colonne-là ici, chromosome X, je vais pas trop en parler longtemps, là, mais c'est que certains sites, notamment 23andMe, vont indiquer quand on match avec la personne que ça peut être sur le chromosome X, étant donné que le chromosome X n'est pas hérité de la même façon que les autosomes, donc les 22 premières paires. Il y a une petite particularité là, pour les chromosomes XY. Et étant donné qu'il n'est pas hérité de la même façon, parfois j'aime ça indiquer dans la colonne chromosome X que un petit crochet ici blanc sur fond vert pour indiquer que il y a au moins un ancêtre commun qui vient d'une lignée qui peut être héritée par le chromosome X, qui est comme un héritage différent. Donc je vous le montre un petit peu rapidement. Et je l'indique avec un petit crochet comme ça. Ensuite, le chemin, la colonne chemin ici, je vais indiquer généralement le nom du grand-oncle ou de l'arrière-grand-oncle, donc pas mon pedigree directement, mais à partir justement là d'un arrière-grand-oncle. Et ensuite, je vais descendre seulement d'un niveau, parce que je suis pas plus intéressé que ça à descendre la lignée complète, sauf si, évidemment, je le mets dans mon arbre. Mais dans cette colonne-là, je parle, là, dans mon tableur, je ne vais pas indiquer le chemin complet des 8 descendants de la lignée vers le match. Pour le tableur, pour cette colonne-là, je vais souvent juste me limiter à 1 ou 2. Grosso modo, pour indiquer, ok, c'est quelqu'un qui descend par cette lignée générale-là. Mais si j'ai ajouté le match dans mon arbre, là, évidemment, je vais le mettre au bon endroit, il va avoir la branche complète. Si je mets gris, mais c'est le même principe, c'est pour dire que j'ai pas trouvé. Mais si je mets jaune, c'est pour indiquer que j'ai des doutes très forts
que ça pourrait être une certaine lignée, mais j'ai pas encore de document officiel qui le prouve. Donc en gris, c'est pour dire j'ai pas trouvé. En jaune, c'est pour dire je suis très proche de trouver, mais j'ai pas encore de document officiel. L'autre colonne ici, c'est pour autres parents, parce que des fois, quand on a de l'endogamie ou de la consanguinité dans son arbre, ou du pédigree collapse, on peut matcher avec quelqu'un des deux côtés de son parent. Donc j'indique ici là, sur les sites web qui offrent les chromosome browsers, là, Ancestry, on ne pourra pas savoir c'est quel segment, mais les autres sites, parfois, on a la chance de pouvoir indiquer. Et comment je fais pour savoir sur quel chromosome j'ai hérité de l'autre parent? C'est parce que j'ai eu la chance de tester un de mes deux parents, qui est ma mère. Donc, en ayant accès aussi au test ADN de ma mère, ben, je peux voir pour chaque match si ma mère a aussi ce match-là. Et parfois, ben, sur les sites qui permettent de voir sur quel chromosome exactement les segments correspondent, si ma mère n'a pas ce segment-là, et qui est assez long, là, on parle de plus de 10 ou 12 centimorganes, là, donc si par exemple j'avais un segment de 15 centimorganes, avec un match que ma mère aurait pas, ben nécessairement, c'est que j'ai ce segment-là du côté de mon père, nécessairement. Donc, pour ma part, j'ai la chance de pouvoir indiquer ça là, sur les sites qui le permettent, puis en ayant pu tester un de mes deux parents. Et ensuite, la colonne ici, l'avant-dernière, c'est la colonne parents proches ou site public. En fait, c'est comme je disais, des fois, il y a des doublons, mais des fois aussi, il y a la fratrie de quelqu'un ou des oncles et des cousins et des enfants sur d'autres sites. Donc, j'aurais pas rempli la colonne doublon, mais je pourrais dire que ici, John A, ben, son frère, c'est Chuck, qui est un peu plus bas, donc ici, là, par exemple. Donc, en indiquant que le frère ou l'enfant ou le cousin d'une personne est là, ben, ça aide à relier les informations. Et même souvent, on trouvera peut-être pas l'information au match le plus élevé. Et c'est seulement peut-être un petit-fils plus bas ou un enfant de la personne qui, elle, va donner des indices dans son arbre généalogique ou des choses comme ça. Donc, sentez-vous pas mal à l'aise des fois de faire les premiers matchs puis d'être un peu perdu et de ne pas savoir les plus hautes correspondances sont où dans votre arbre. Souvent, la réponse peut être plus bas, avec un frère, un petit enfant, un cousin qui lui va donner la clé du mystère. Et pour la toute dernière colonne, ben, c'est évidemment l'URL du match sur le site pour qu'on puisse le cliquer. Évidemment, j'ai pas mis les vraies données ici, là, mais généralement, il y a une espèce d'identifiant. Et quand on clique, ben, on arrive directement sur la fiche de la correspondance sur le site. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ça fait un peu un tour rapide, là. Je me doute que la vidéo est peut-être un petit peu trop expéditive, mais il y avait beaucoup de colonnes à expliquer. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les mettre en commentaire. Et ben, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et on se dit à la prochaine.